et chers amis, d'abord merci de votre présence nombreuse, et merci de l'intérêt que vous manifestez aux différentes activités que nous initions et développons dans cette maison de la culture arménienne. Nous avons réuni aujourd'hui un plateau, si je puis dire, et sans blesser la modestie des personnes concernées, c'est un plateau exceptionnel de qualité, avec 4 intervenants, 4 jeunes personnalités éminemment intellectuelles et qui mettent leur talent, leur conviction, leur foi, leur engagement au service de la défense et de l'illustration de la cause arménienne dans toute sa globalité. Donc Taline Papazian, Tigran Yegavian, Aram Mardirosyan, Gaïz Minassian et Stéphane Chermakian, notre modérateur, vous les présentera plus en détail tout à l'heure. Moi, je voudrais remercier, au nom de la Maison de la Culture arménienne, certes nos quatre intervenants, Taline, Gaïz, Aram et Dikran. Les remercier pour leur présence, pour leur précieuse participation, collaboration, mais aussi, je voudrais les remercier parce que pour eux, ça a été une galère aujourd'hui de venir de Paris à Marseille avec la grève des TGV. Hein, plus de 6 TGV sur 10 ne sont pas partis de leur lieu de départ, et malgré ça, ils ont pu arriver ici à l'heure pour repartir aussi encore dans des conditions compliquées et difficiles. Donc, doublement merci à Gaïz, à Aram, à Taline, à Dikran, non seulement, je disais, pour leur participation, mais pour avoir pu braver toute cette galère. Alors, l'objectif, c'est donc Arménie Diaspora, comme nous l'avons intitulé sur les cartes d'invitation que vous avez. Donc, quelle relation, état des lieux, enjeux à venir. C'est un sujet, je pense, qui domine depuis des siècles à la fois l'histoire et la géographie du peuple arménien. Car d'un côté, il y a un territoire qui a été parfois souverain, parfois envahi, parfois assujetti, parfois morcelé et même colonisé. Et par ailleurs, c'est un éclatement, un émiettement, une dispersion spatiale qui est la conséquence de flux migratoires, d'exil volontaire ou forcé, ou tout simplement d'errance. C'est une constante qui est la résultante d'événements nationaux, d'événements internationaux, politiques, géostratégiques, économiques, ou encore suite à des tragédies humaines. Une constante, mais qui est toujours, aujourd'hui, d'une actualité brûlante. Une actualité qui nous interpelle plus que jamais. Et cette phrase que j'ai lue en arménien tout à l'heure, du Catholicos Aram Ier, de la grande maison de Cilicie, qui disait, lors du 6e congrès Arménie Diaspora en septembre 2017, il disait l'Arménie se vide, la diaspora s'use ou la diaspora s'épuise. Et les événements qui ont suivi depuis 2017 confirment ce constat. L'Arménie aujourd'hui est devant son destin. Être une puissance ou une nostalgie. La diaspora est aussi devant son destin. Garder une authenticité identitaire capitalisée au cours des siècles, être une force de frappe ou se diluer et se consumer. Voilà, chers amis, les enjeux, voilà l'avenir qui nous appartient, avenir que l'on peut soit maîtriser, soit subir. Donc, je vais laisser désormais donc, la place, la table, même si elle n'est pas ronde, à Stéphane Chermakian, notre modérateur. Vous savez que Stéphane Chermakian est maître de conférence à l'université
Aix-Marseille. C'est le digne successeur du professeur Robert Dermerian, qui est le fondateur émérite de cette chaire d'arménien à l'université d'Aix-Marseille, qu'ensuite le parti Donabédian a continué à enrichir et à consolider. En tout cas, c'est donc Stéphane Sermakian qui va être le modérateur. Mais avant de lui laisser la parole, je vais demander, Raïs Minassian a un mot à nous dire. Merci Galo. Bonjour à tous et à toutes. C'est mieux comme ça. Merci Galo. Alors, bonjour à tous et à toutes. J'ai juste un mot introductif à vous transmettre, tout simple. En fait, pourquoi on est là? Ben, tout simplement parce que comme vous tous, comme vous toutes, on est tous marqués par ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est-à-dire la guerre et la défaite militaire. Et nous quatre qui nous voyons souvent, nous appelons souvent, on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser les choses en l'état et qu'il fallait mettre nos modestes compétences au service d'une réflexion. Parce qu'on s'est tous les 4 consultés en se disant qu'on traversait un moment pénible, mais surtout un moment depuis longtemps d'ailleurs, d'évanescence de la raison. Je répète, d'évanescence de la raison. Et lorsque l'on s'est mis à réfléchir sur l'actualité et sur ce qu'elle nous disait en profondeur, on s'est dit qu'on n'allait pas s'intéresser à la menace extérieure qui nous a frappés en 2020 et même avant, mais plutôt à ce que l'on pouvait éventuellement décrypter, dépoussiérer de l'intérieur, c'est-à-dire de notre propre identité. Et de savoir si l'histoire, la trajectoire, l'itinéraire de notre identité à travers l'espace-temps n'a pas aussi une part de responsabilité dans les épreuves répétitives que nous traversons, que nous subissons tous ensemble ou une partie d'entre nous. Et nous sommes arrivés à la conclusion de ce numéro de Résonance, qui est la revue d'idées et de débats des Nouvelles d'Arménie Magazine, que je remercie ici, et donc son rédacteur en chef, Arat Oranian, de nous permettre de nous exprimer librement, sur un numéro donc consacré à la pensée politique arménienne, genèse et dilemme. Je vous invite à vous le procurer, il est en vente derrière au kiosque, là, derrière vous sur la table, parce qu'il apporte des réponses claires à des questions complexes. Il apporte des réponses pédagogiques à des questions qui n'ont jamais été traitées. Et à l'issue de ce numéro, où nous avons eu pas mal d'échos hyper positifs, nous nous sommes dit qu'il était peut-être opportun de partager ces réflexions avec ceux et celles qui se sentaient impliqués, concernés, intéressés par ces sujets. D'où notre présence ici. Aussitôt, donc, Aram, Tallinn et Tigran ont répondu présents tout de suite, spontanément. Garo a tout de suite ouvert les portes, comme d'habitude, pour nous, il les ouvre tout le temps, et même en général, il les ouvre. Donc merci encore à Garo et à toute son équipe de nous accueillir ici. Et croyez-moi qu'on s'était engagé et que s'il avait fallu venir par bateau, on serait venu par bateau. S'il avait fallu venir en barque, on aurait descendu le Rhône, si possible, c'est pas évident. Et donc, nous sommes là parce que nous avons voulu partager ce moment avec vous, sans solennité, mais avec gravité, parce que les propos que nous allons tenir, je vous le préviens tout de suite, ne vont pas faire plaisir à tout le monde, à commencer par nous-mêmes. On n'est pas là pour régler les comptes, mais on est là pour dire les choses. Voilà. Donc je vous remercie. Nous aurons tous et toutes l'occasion d'échanger lors des différentes tables, et même après, avec la 3e table finale, entre nous d'abord et avec vous ensuite, et nous tenons à ce lien fort entre les conférenciers et les invités. Merci encore, et donc bonne conférence, messieurs, dames. Bien, bonjour. À mon tour de remercier toute l'équipe de la MAJC et donc Galo Obsepian de nous réunir ici aujourd'hui pour ce moment d'échange
sur des questions brûlantes d'actualité et en même temps, j'ai envie de dire, brûlantes de toute la densité historique qu'elle porte en elle. Puisqu'évidemment, le présent, c'est un lieu commun hein, bien sûr, mais le présent est le fruit de millénaires qui nous précèdent, bien évidemment. Donc effectivement, nous avons un moment exceptionnel, puisque nous avons pu donc ici, enfin la MJC a pu réunir d'une nouvelle génération de chercheurs qui sont issus des sciences politiques et du droit, et qui, bien évidemment, sont aussi passionnés d'histoire, mais qui considèrent le monde, ou les mondes arméniens, peut-être d'une nouvelle manière, puisque la donne géopolitique a changé aussi. Donc, à nouvelle réalité aussi, autres outils que l'histoire est tout à fait capable de fournir aussi, bien évidemment, mais qu'il est bon parfois aussi de se décentrer de certaines manières traditionnelles de voir, pour envisager les choses autrement. Bien évidemment, comme le disait aussi Sa Sainteté Aram Ier dans le discours qu'on a lu tout à l'heure, nous sommes en face de nouvelles réalités, et donc nouvelles réalités, nouveaux défis aussi, bien évidemment. Si la diaspora s'use et s'épuise en même temps, quels sont ces nouveaux défis qui permettra de retrouver aussi un nouveau souffle, que ce soit en diaspora ou dans le pays même. Nous allons examiner donc toutes sortes de questions, mais je voudrais au préalable présenter les deux intervenants de la première table ronde, puisque nous rejoindrons tout à l'heure Gaël Ziminassian et Taline Pabazian, que nous présenterons plus en détail donc, tout à l'heure. Pour l'instant, donc, nous avons à ma droite Aram Mardirossian, qui est professeur d'histoire du droit et agrégé des facultés de droit à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Donc, plus précisément, section des sciences religieuses, chaire de droits et institutions des chrétientés orientales. Alors, il a été auparavant maître de conférence à l'université Paris X Nanterre, avant d'être professeur d'histoire du droit à l'université de Bourgogne, Dijon, puis l'université Paris-Ouest, Nanterre La Défense. Voilà. Donc, il a publié plusieurs livres, il est auteur de plusieurs dizaines d'articles, mais on pourrait signaler avant toute chose La paix par l'épée dans les tranchées de l'actuelle guerre de religion, donc publié cette année même, et puis aussi l'ordonnancement du livre des canons arméniens, c'est-à-dire qu'il en a donné la traduction française et un classement thématique, avec le texte en arménien classique également. Donc c'est quand même une somme, un travail considérable. Voilà, donc tous les canons de l'Église apostolique arménienne, antique et médiévale. Et puis, il a aussi publié la collection canonique d'Antioche, Droit et hérésie à travers le premier recueil de législation ecclésiastique. Voilà. Et le livre aussi des canons arméniens, Ganonakir Kayot. Voilà. Donc, nous avons donc la chance d'accueillir Aram Mardirossian parmi nous aujourd'hui, et puis aussi Tigran Negavian, donc à ma gauche, qui est titulaire d'un master en politique comparée, spécialité monde musulman à Sciences Po Paris, une licence d'arabe à l'INALCO et qui est actuellement doctorant en histoire contemporaine. Donc il est membre du comité de rédaction de la revue de géopolitique Conflit et chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement. Il a également été chroniqueur à la rédaction en langue portugaise de RFI. Et d'ailleurs, il est également spécialiste du Portugal contemporain, sujet sur lequel il a rédigé de nombreux articles. Il collabore régulièrement pour les revues Sciences Humaines, France-Arménie, Études, Conflits et d'autres encore, et a publié plusieurs livres, notamment ce livre noir sur le Haut-Karabakh avec Éric Denessé cette année. La géopolitique de l'Arménie, les minorités d'Orient, le diasporalogue avec Serge Avedikian, Arménie à l'ombre de la montagne sacrée, et puis, pour finir, et non la moindre information, L'adieu au Levant, qui est un recueil de poésie publié cette année. Il avait déjà publié Insolation, recueil de poèmes aussi en 2005, donc il a renouvelé l'expérience d'édition de la poésie parce que Tigran Negavian est également poète, sachant que la poésie, il me contredira si je dis faux, mais la poésie n'est pas un simple passe-temps, mais elle est une parole fondatrice, par rapport à notre existence terrestre.
Voilà, donc nous allons donc commencer cette première table ronde. Donc, plus précisément, alors l'ensemble de l'après-midi porte sur Arménie et diaspora. Quelle relation, hein, donc l'état des lieux, l'enjeu, l'avenir. Il conviendrait peut-être de se demander au préalable où en est, en fait, finalement, oui, l'Arménie, après des millénaires d'histoire mouvementée entre ou sous plusieurs empires, royaumes, États, après 70 ans de régime soviétique, 30 années d'une indépendance de facto, entre 3 guerres au Karabakh. Quels sont les enjeux de cette Arménie sous le signe de la multiplicité, finalement? Quelle est sa situation alors que l'Arménie a été toujours désituée, justement, à travers l'histoire? Voilà. Donc, un seul mot, Arménie, suffit-il pour définir ce qui a été tour à tour un empire, un État-nation, une république, une civilisation au sens très large, aux frontières fluctuantes à travers les âges, une identité aussi, une diaspora, et quels sont les enjeux de toutes ces entités qui se regroupent souvent sous un seul terme. Bien sûr, la question est examinée sur divers axes, l'axe spatial, temporel aussi, et quelles en sont les perspectives. Alors, en ce qui nous concerne plus précisément pour cette première table ronde, il est question effectivement à la fois de l'Arménie sous l'angle de la tradition et la modernité, enfin Arménie diaspora, et puis aussi par son aspect transnational, hein, puisqu'il s'agit aussi non seulement d'un État, nation, mais aussi d'une diaspora qui compte énormément. Si on définit la diaspora comme un état de dispersion d'un peuple, d'une communauté, que dire de l'Arménie qui a vécu plusieurs diasporas, hein, et qu'on peut examiner, comme je le disais, selon les axes historiques, spatial, culturel, linguistiques. Donc, si cette diaspora est à entendre dans plusieurs sens, on a pu parler aussi, par ailleurs, puisqu'il faut aussi aborder la dimension spirituelle, ce qu'on fera dans un instant, de diaspora chrétienne aussi au début de la chrétienté, parce que la chrétienté dispersée à travers le monde, finalement, émane d'un même centre qui est la foi. Donc un centre intérieur plus qu'un centre géographique, déplaçant le concept sur un autre terrain. Donc c'est ce qu'on peut voir avec notamment l'histoire de l'Église apostolique arménienne. On va parler aussi donc de tradition, de modernité, de l'ensemble de coutumes, de savoirs, de principes transmis de génération en génération. Et puis modernité aussi, donc un concept quand même protéiforme à travers les âges. Et j'aurais envie de commencer par une question à Aram Mardi-Rossian dans un premier temps. Donc sur cette question justement de tradition et de modernité, cette espèce d'axe dialectique, si je puis dire, auquel est confronté aussi cet axe qu'est peut-être l'Arménie et la diaspora, enfin axe ou faisceau, hein, en quelque sorte. Savoir qu'il est question donc de transmission, l'État aussi, donc d'un État aussi, d'un État et d'une diaspora qui sont face à cette modernité-là. Et alors, comment concevoir justement dans le cas de la diaspora et de l'Arménie cette dialectique qui est d'autant plus paradoxale qu'elle implique un mouvement continuel, hein. Il y a toujours un mouvement, tout se transforme en permanence et en même temps on parle de tradition, voilà, qu'on espère ne pas trop figer, mais en même temps qui doivent se transmettre. Comment concevoir ceci dans un premier temps, Aram Mardi-Rossian? Alors, je propose qu'on intervienne peut-être quelques minutes par intervenant, que la parole circule. Hein. Oui, pas de questions, de longues réponses, mais peut-être pas d'exposé d'un quart d'heure, peut-être à la suite de l'ordre, mais plutôt une espèce de dialogue, d'échange. Je pense que ça peut être intéressant, ce qui ne vous empêche pas de développer quand même, bien évidemment. Donc, voilà. Merci. De fait, nonobstant les difficultés de transport, on a pu être réunis ici, ce qui relève
presque du miracle, et donc il y a déjà une dimension spirituelle qui, à nouveau, s'installe ici. Alors, à qui est dû le miracle, je ne sais pas, ou du moins j'en ai une idée, mais pour essayer de répondre à ta question, il y a énormément de choses à dire. Je commencerai par un point de méthode pure. Tradition, modernité, très bien, mais moi, la dialectique sur laquelle je me fonde presque toujours pour développer, pour essayer de répondre à cette question comme à tant d'autres, celle aussi que j'essaie d'inculquer à mes étudiants en droit, c'est la dialectique des moyens et des fins. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, presque toujours tourne autour de cette dialectique. On fait des choses, on a des idées, des théories, des actions, mais qui sont des moyens pour atteindre des fins. Par exemple, pour élargir un instant au-delà de ta question, ceux qui s'engagent de telle ou telle manière dans la cause arménienne mettent en place diverses actions, mais le but c'est de servir cette cause. Le problème, c'est que souvent, beaucoup de personnes confondent les deux, c'est-à-dire mélangent les causes et les conséquences, mélangent les fins et les moyens, et il est notamment en Occident, ces dernières décennies, une tendance frappante à prendre les moyens pour des fins. Croire que les instruments sont la fin. Je pense notamment au droit. Beaucoup de gens ici envisagent le droit, notamment notre droit positif actuel, comme une fin en soi, que ce soit les droits de l'homme ou ce genre de choses. Alors ce sont des moyens pour atteindre des fins qui peuvent être plus ou moins avouables, plus ou moins bien identifiées. Mais pour en revenir, sans être trop théorique, à ta question, au fond, tradition et modernité. Je commencerai par dire pourquoi faire. Pourquoi faire, donc, de mon point de vue, l'un comme l'autre doivent servir, d'une part, à l'intérieur de la diaspora arménienne en France, à préserver un tant soit peu la dimension arménienne. Hein. Je le dis tout de suite, là aussi, pour mettre les pieds dans le plat, c'est tout le problème de la double culture. Or, je sens vraiment de manière plus que ferme que la double culture n'est pas un problème général, mais tout dépend quelle double culture. J'ai ici, c'est la culture française, le terreau français, sur lequel vient se greffer une dimension arménienne. L'histoire montre depuis plus d'un siècle, en réalité même depuis 1700 ans, mais ça peu de gens le savent, que cette greffe presque toujours se fait. C'est-à-dire que les cultures arméniennes et françaises sont conciliables, sont, comment dirais-je, peuvent aller ensemble, ne sont pas antinomiques. D'autres cultures le sont. D'autres cultures le sont. Je pense notamment ici, sur fondement religieux, à tout ce qui est culture musulmane. Si la culture musulmane reste ce qu'elle est, elle est totalement inconciliable avec la culture française. Voilà. Je redévelopperai tout ça évidemment après. Hein. On en déplaise à tous les islamo-gauchistes et autres égarés, décérébrés qu'on trouve y compris dans la communauté arménienne. Ce point est très important. Pour ce qui est donc de la, comment dirais-je, de cette conciliation, donc entre tradition et modernité. La tradition comme la modernité doivent servir ici à, au fond, faire en sorte que cette arménité soit préservée. Préservée tout évidemment en n'entravant pas, de mon point de vue, le fait de, comment dire, de s'intégrer, je déteste ce terme, je l'emploie ici, faute de mieux, du moins pour être didactique, de s'intégrer dans la société française d'une manière générale. On le voit, s'agissant des Français d'origine arménienne, presque toujours il n'y a aucun problème. Alors ensuite, si un des objectifs c'est de préserver l'arménité en France, il y en a d'autres. C'est le lien entre diaspora et l'Arménie. Or, c'est là que la tradition qu'on peut, pas seulement, mais largement entendre d'un point de vue religieux, va entrer en ligne de compte. Je veux dire par là que... tu me diras qu'on sera trop long. La dimension religieuse est paradigmatique s'agissant de l'identité arménienne. Je ne vais pas vous faire un exposé, on pourra en parler des heures. Le peuple arménien, initialement, n'est pas chrétien, bien sûr, il apparaît bien avant le christianisme, hein, dès le premier millénaire avant Jésus-Christ. Il est largement polythéiste, puis subit des influences du zoroastrisme, notamment sur sa haute société, la noblesse et les différentes dynasties royales. Mais malgré tout, dès les premiers siècles, et surtout à partir du 4e et encore plus au 5e siècle après l'invention de l'alphabet, le christianisme devient non pas le seul, mais le principal vecteur, le principal fondement de l'identité arménienne. Et bientôt, comme le dit, c'est une expression que j'emprunte à Jean-Pierre Maé, elle est heureuse, en Arménie, le christianisme devient donc le terreau absolu. Ça, c'est pas lui, mais ce qui est lui, c'est que l'Église se transforme en Église-nation.
C'est-à-dire qu'il y a, du fait des différentes querelles christologiques, et notamment le rejet de Chalcédoine en plusieurs temps, au 6e ou au 7e siècle, même si Chalcédoine a eu lieu en 451, il y a, mais ça aussi je ne développerai pas, il y a au fond une espèce d'imbrication totale, et d'une manière ou d'une autre, nonobstant la foi personnelle, et personne ne sonde les reins et les cœurs, au fond, en réalité il devient bientôt impossible d'être arménien sans être chrétien, et vice-versa. C'est-à-dire que le christianisme devient le vecteur premier, mais pas le seul, de l'identité arménienne. Dès lors, évidemment, que la tradition arménienne se fonde largement, pas totalement, sur la dimension chrétienne. Et le christianisme, comme toute religion, est évidemment fondamentalement axé sur la tradition. C'est-à-dire que les religions, par essence, ont une sorte de permanence qui évidemment ne doit pas, lorsqu'on va dans l'excès, ça devient quelque chose de figé, mais les religions par essence privilégient ce qui est en place. Les innovations ne sont pas interdites, mais elles restent l'exception. La règle en religion, c'est la permanence, la persistance. La tradition est la règle. Des changements peuvent avoir lieu, mais ça se fait au compte-gouttes. Parce que la religion en elle-même a un fondement, le fondement est donné par Dieu, et donc à partir de cet instant-là, ce que Dieu a donné une fois pour toutes, les hommes doivent le faire fructifier, mais, comment dirais-je, de manière résiduelle, nuancée. Le fondement ne bouge pas. Donc la tradition arménienne est essentiellement, mais pas seulement religieuse. Ensuite, où je précise, parce qu'évidemment, il y a un contre-exemple à ce que je dis, on peut s'éloigner de la tradition, on peut tout faire, on peut faire tout et son contraire, mais à un moment, il y a une règle du jeu. Vous voyez, les religions, ce ne sont pas des choses très malléables, ce sont des choses fixes, dures. Hein. Et donc, si on s'en éloigne, bah, évidemment, on peut s'éloigner, mais à ce moment-là, on s'éloigne de la tradition, et on s'éloigne, non pas seulement de la tradition, mais on s'éloigne de la religion elle-même. Là aussi, c'est peut-être dur à entendre à certains égards, mais la chose religieuse, une fois qu'elle est donnée, le christianisme aussi, hein, bien sûr, dans le judaïsme ou l'islam, où loi et foi sont totalement mélangées, les choses sont encore plus marquées, mais même le christianisme, là aussi, je vais dire quelque chose qui peut être un peu triste, mais aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne savent plus ce qu'est le christianisme, parce qu'il y a une vraie règle du jeu. Il y a un livre saint, et ensuite, il y a toute une législation, qu'elle soit canonique, un dogme, une doctrine de la religion. C'est pas à la carte ou le prêtre sympa qui joue de la guitare à l'église. La religion, c'est quelque chose de dur, et surtout si on plonge aux origines, si on lit les évangiles de manière vraiment avec acuité, le message du Christ est brutal, violent. Alors pas une violence physique, ça c'est vrai, le Christ n'emploie jamais la violence physique, mais ses propos, son message sont d'une âpreté que la quasi-totalité des chrétiens ne peuvent ou ne veulent plus voir. Lorsqu'il dit « celui qui aime plus son père ou sa mère que moi n'est pas digne de moi », alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer ses parents, mais ça veut dire que si les parents sont d'entrave à le suivre, et donc à suivre son message et sa prédication qui est exigeante, et bien là ça devient un problème. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la tradition se fixe sur des fondements très pérennes et exigeants. La modernité, de quoi s'agit-il par rapport à cela? La modernité, c'est d'adapter le socle, d'adapter le dépôt initial à l'époque donnée, au contexte donné. Et là, je vais donner mon avis. Il faut le faire, évidemment. Rester figé sur une manière de fonctionner qui ne peut plus être effective et qui date de 10-15 siècles avant, n'est pas, comment dirais-je, quelque chose de bénéfique. Mais en revanche, l'adaptation signifie toutefois de ne pas couper avec les fondamentaux, de ne pas couper avec le non négociable que la foi a donné, que la tradition liée à la foi ici a mis en place. Donc vous voyez, c'est une dialectique là aussi complexe et tout à fait mouvante. Pour terminer, sur ce premier point, l'intérêt de cette dialectique réussie entre tradition et modernité, c'est qu'elle permettrait à la diaspora de garder un lien, alors c'est un lien parmi des tas d'autres, mais de garder un lien fort avec l'Arménie, avec les Arméniens d'Arménie. Pourquoi ? Parce que, alors ça aussi je voudrais bien le développer plus tard éventuellement, mais la situation de la religion en France et celle en Arménie n'est pas la même. N'est pas la même, évidemment, ça ne nous a probablement pas échappé. Il y a des points communs, mais il y a aussi des différences majeures. Hein, le système français, la situation de la religion en France est tout à fait particulière, on pourra en dire un mot tout à l'heure si vous voulez, je développerai. Et évidemment, en gardant un dépôt et une tradition, j'emploie le terme dépôt exprès parce que c'est avant en arménien et c'est vraiment le mot adéquat pour ce qui concerne la chose religieuse en arménien. Le fait de garder ce dépôt au minimum permet d'avoir un lien plus fort avec une bonne partie de la population arménienne qui, lui,
certes, là encore, de manière à faire une dialectique modernité et tradition, à garder le christianisme plus ancré que ce qui est le cas en France. Et notamment aussi parce qu'évidemment, le Saint-Siège, il y a deux catholicos, mais le Saint-Siège des Ashkénazim, donc l'un d'eux, celui qui a la primauté d'honneur, se trouve en Arménie, et là-bas, l'Église joue un rôle, alors on peut critiquer, on peut louer, mais il joue un rôle plus important que l'Église peut jouer en France. Et donc, ça aussi, c'est important. Toute dernière chose, quel est le problème? C'est le titre de mon intervention, c'est plus royaliste que le roi. Ça signifie quoi? Je vais finir avec ça pour l'instant. Ça signifie tout simplement qu'évidemment, les Français d'origine arménienne, alors je ne parle pas des immigrations récentes d'Arméniens qui sont arrivés ces dernières années, voilà, c'est encore une autre problématique. Mais là, je raisonne plus sur la diaspora classique. Plus royaliste que le roi. C'est-à-dire, évidemment, maintenant, tout à l'heure, c'est là. Non, mais je veux pas. L'idée est celle-ci. La France, comme l'Arménie, a un fondement totalement chrétien. À partir du 5e siècle. Avant, non. Là aussi, ce serait très intéressant de développer. Mais à partir du 5e siècle, la France, la fin du 5e siècle, la France commence à se mêler avec le christianisme. Et à la période médiévale, le christianisme est le fondement absolu de la France. Il y a une fusion totale, là aussi. Différemment de chez nous, différemment de l'Arménie, mais malgré tout, là encore, la différence, au fond, c'est quoi? C'est que le catholicisme n'est pas, en France, l'Église n'est pas une Église-nation. Elle est une Église catholique parmi d'autres. C'est ça la principale. Mais malgré tout, ça aussi, évidemment, il faut connaître l'histoire de France, mais on ne se rend pas compte à quel point le christianisme est le terreau et le creuset absolu de la France médiévale. Et puis, il va se produire un changement qui ne se produira pas en Arménie. Non, l'Arménie va peut-être bien pire encore. Mais en France, le christianisme va être bientôt combattu, puis réduit et fracassé. La Révolution française de 1789, son idéologie la plus profonde, nonobstant ses mille autres différences, c'est de réduire et de casser le christianisme. Et plus spécifiquement le christianisme de confession catholique. Ça, il faut bien en avoir conscience. Toute l'idéologie qui va se développer sur le fondement des Lumières et ensuite des droits de l'homme et de la laïcité, qui n'est que le bras armé, au fond, de cette idéologie dite des Lumières, autoproclamée, je le précise, toute cette idéologie, en réalité, est, entre autres choses, pas que, mais principalement une arme antichrétienne, qui va se mettre en place et qui va finir par triompher avec la Troisième République. Donc en France, progressivement, ce terreau chrétien va être écarté, et comme je l'ai écrit dans un de mes articles dans Valeurs Actuelles, la plante qu'est la France, on va lui couper sa racine, et donc la plante qui est le christianisme, et cette plante va commencer à faner. Elle va commencer à faner. Et là, nous en sommes là aujourd'hui. Nous en sommes là. C'est-à-dire que, étant coupé de ce terreau chrétien, qui n'était pas le seul, évidemment, une évolution tout à fait inédite se fait depuis 200 ans. Or, les Français d'origine arménienne vivant en France, eux aussi, sont peu ou prou, bien sûr, dans ce moment, et plus royalistes que le roi. Je veux dire par là que certains Français d'origine arménienne plongent dans ce jeu, comment dirais-je, du rejet du christianisme, au moins idéologiquement, peut-être pas forcément viscéralement, mais au moins autant, si ce n'est que les autres Français se veulent plus royalistes que le roi. Or, ça, c'est doublement, de mon point de vue, nocif, non seulement en tant que Français tout court, mais en tant que Français d'origine arménienne. Voilà. Merci beaucoup, Aram, pour ces propos très clairs. Et on aurait voulu poursuivre aussi, notamment sur la question de cette révolution des valeurs qui a lieu en Arménie depuis quelques années, avec cet éclairage de la philosophie des Lumières que vous évoquez finalement, pour la France, et voir en quoi elle se diffuse finalement par ailleurs. Mais bon, on n'aura pas trop le temps. Je pense que pour une juste dynamique, il vaudrait mieux que je te pose peut-être une dernière question, et qu'ensuite je passe la parole à Tigrane, puisque le sujet est sensiblement différent, même s'il est complémentaire. Donc c'était concernant la guerre d'extermination qui est actuellement menée par l'Alliance turco-azérie contre l'Arménie et l'Artsakh. Donc en quoi finalement tous ces éléments que tu as évoqués peuvent donner un éclairage sur cette guerre d'extermination qui a lieu actuellement? Merci beaucoup. Effectivement, c'est l'autre point, justement. Ok, d'accord. Pour faire court, la guerre qui est imposée à l'Artsakh et à l'Arménie, elle a connu un pic là ces 2 dernières années avec le désastre qui s'est produit, mais c'est une guerre au long cours. Pour faire simple, je ne peux pas faire autrement, je vais commencer par 2 chiffres. 622. 622, l'Arménie et plus généralement tout le Proche et le Moyen-Orient sont à 96-97% chrétiens.
Je ne parle pas de l'empire iranien zoroastrien, qui lui est zoroastrien par définition. 622. 2022. L'Arménie, ce qu'il en reste, elle, est encore de manière homogène chrétienne, mais tout le Proche et le Moyen-Orient, Irak, Syrie, Liban, Égypte, et je crois, non, mais c'est Proche-Orient et même l'Afrique du Nord. Il y avait plus de 95% de chrétiens en 622. En 2022, il y en a moins de 2 ou 3%. Allez, 5 si on veut être gentil, et encore. Pourquoi? Parce que les locaux, les chrétiens, ont été conquis, vaincus, évincés par une autre religion, l'islam, qui s'est développée entre 622, c'était pas une date au hasard, c'est l'Hégire, hein, jusqu'à aujourd'hui. Un conflit qui, évidemment, n'est pas que religieux, parce que les chrétiens sont affrontés entre eux, les musulmans aussi, mais malgré tout, une dynamique de vaste communicant s'est mise en place, et les chrétiens ont fini par être réduits, exil, conversion, massacre, et puis le génocide du début du XXe siècle. Tout ceci a fait qu'un mouvement démographique d'ampleur totale a eu lieu. Aujourd'hui, pour ce qui concerne l'Arménie, l'Arménie a pu en partie se préserver de ce mouvement de disparition. Là aussi, on ne va pas refaire l'histoire de l'Arménie. Mais pour être très simple, que ce soit Erdogan ou Aliyev, les deux fers de lance de l'action anti-arménienne, les deux, de manière prégnante et fréquente, ont recours au discours religieux pour justifier leur action contre l'Arménie. Ils ne le justifient pas que par le religieux, bien sûr. Et le religieux n'explique pas tout, puisque par ailleurs, l'Iran, qui pourtant est une puissance musulmane, en plus chiite comme les Azéris, a des bons rapports avec l'Iran. Donc attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et ne tombons pas dans un aveuglement. La dimension religieuse n'explique pas tout, loin de là. Mais elle joue aussi, elle peut être instrumentalisée de manière consciente, inconsciente, volontaire, involontaire. Or, dans le cas de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, elle est totalement utilisée pour, évidemment, donner un levier supplémentaire contre l'ennemi viscéral arménien. Et je le dis tout de suite, les épisodes s'enchaînent, là ça va de pire en pire. Mais le but est simple. Le but des Turco-Azéris, c'est qu'il n'y ait plus un seul Arménien. C'est-à-dire que les gens qui se lancent dans des espèces de schémas de « Ah oui, mais si on passe des accords, on fait la paix, des accords commerciaux, tout va aller bien », c'est du vent de A à Z. Alors bien sûr qu'il faut jouer le jeu, surtout quand on est plus faible, il faut donner le change. Mais avoir bien en tête qu'en réalité, l'ennemi viscéral n'a qu'un seul but, c'est d'éradiquer les Arméniens jusqu'au dernier. Et pour éviter cela, il faut aussi, évidemment, la première chose, c'est la force militaire. Bismarck l'a dit, il n'y a quasiment plus un seul cours où je ne sais pas, Bismarck le dit, la force prime le droit. C'est bien beau les droits de l'homme, toutes ces belles idées, tous les beaux discours, mais ça ne pèse rien face au Smerch, face au drone. Ça ne pèse rien, rien et rien. Donc à partir de là, d'abord la force, et en premier lieu militaire. Mais ensuite aussi, effectivement, pour faire pièce à l'ennemi qui lui utilise la religion, les Arméniens, de manière évidemment pas du tout en faisant une espèce de guerre de religion totale, mais eux-mêmes doivent s'accrocher à leur foi pour avoir un supplément d'âme, se galvaniser d'autant plus à côté d'autres éléments qui soient d'ordre ethnique, économique. Mais vous voyez, la foi doit aussi être empruntée par les Arméniens comme un atout supplémentaire dans leur jeu pour contrer, faire pièce justement à l'ennemi qui lui utilise cette dimension religieuse de la manière la plus agressive, mais reconnaissons-le aussi efficace. Donc c'est pour ça que par rapport à l'Arménie, c'est très important que ce soit les Arméniens de la diaspora et ceux de là-bas, que cette dimension de foi soit aussi intégrée dans toute la palette d'armes qui vont être utilisées pour essayer de survivre et de ne pas disparaître. C'est une guerre à mort qui a lieu. C'est une guerre à mort. Il n'y a pas de pitié, c'est implacable. Donc à partir de là, tout ce qui peut servir, y compris la religion, à essayer de survivre, et pourquoi pas demain, si ça tourne, de prendre le dessus, doit être utilisé. Merci beaucoup Aram pour ces paroles. Le temps presse, on aurait pu développer, mais effectivement, je vais passer maintenant la parole à Tigran Yegabian, donc qui nous aidera peut-être à cerner davantage ces vastes territoires, justement, notamment par rapport à cette ampleur du fossé qui sépare les réalités diasporiques, les réalités de l'actuel État-nation arménien. Est-il possible d'ailleurs, en tout cas l'État arménien actuel, et est-ce que cet État-nation est possible vu tout ce qui se passe notamment dans les multiples communautés, vu ce qui se passe avec la guerre en Artsakh, est-ce qu'on peut parler aussi d'une gouvernance transnationale? Bref, je préfère te laisser la parole parce que tu pourras peut-être nous aider à cerner davantage tous ces terrains. Merci d'être si nombreux.
Oui, moi je fais partie de ceux qui pensent que deux choses, qu'il y a un avant et un après 9 novembre 2020, d'accord? Et que c'est ça qui est vraiment important, c'est que le logiciel qui est arméno-diasporique, qui régissait les relations arméno-diasporiques, est complètement suranné, obsolète. Et deuxième constat, c'est que jamais, en fait, cette guerre de 44 jours et la suite de cette guerre, on est toujours dans la suite, dans la dynamique post-guerre, a davantage creusé le fossé entre la République d'Arménie et les diasporas, les communautés arméniennes diaspora. Donc ça, c'est deux points de vue que je partage et que je défends. Ce qu'on a pu observer lors de la guerre, c'est que la diaspora n'avait pas conscience d'elle-même. Et si elle avait conscience d'elle-même, c'est essentiellement via le numérique, via les réseaux sociaux, les mobilisations dans la toile, et quelques mobilisations aussi dans l'espace public, mais avec un impact, il faut le dire, à la fois financier et politique, limité. Limité pourquoi? Parce que nous payons le prix de 30 ans d'inertie en termes de politique. Puisque le grand malheur de la diaspora, ou des diasporas, c'est de s'être enfermé dans ce que j'appelle le tout mémoriel, c'est-à-dire le génocide, sa reconnaissance internationale ou symbolique, et l'absence de recherche d'un partenariat avec l'Arménie basé sur la compréhension des intérêts mutuels, basé sur des mécanismes de régulation porteurs de sens, basé sur une vision porteuse de perspective dont l'intérêt des deux pans du monde arménien. Et pour comprendre les racines du problème de cette relation, ou de cette non-relation, ou de cette absence de cadre relationnel, je crois qu'il est vraiment nécessaire de bien appréhender la difficulté qu'ont les Arméniens en général, j'aime pas être totalisant, dans l'appréhension de leur réalité, de leur réel. Et on constate que, encore aujourd'hui, pour beaucoup de gens d'origine arménienne, l'idée d'un État arménien souverain n'est pas une idée aisée. C'est-à-dire que c'est pas, même si l'Arménie a regagné sa souveraineté politique en 1991, il y a encore pour beaucoup de gens d'origine arménienne, le foyer national arménien actuel n'est pas le seul pôle ou le principal centre du monde arménien, car on préfère encore dans la pensée arménienne privilégier l'idée de nation, l'idée de ask, à celle de l'État, Bedouchun, Bedaganouchun. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, depuis 2 ans, c'est un violent coup de boomerang du réel qui revient en pleine figure, parce qu'on n'a pas été en mesure, justement, d'appréhender la complexité de l'Arménie. En diaspora, on n'a pas été capable, si vous voulez, de valoriser l'idée d'un État arménien souverain, capable aussi de servir l'ensemble des intérêts de la nation arménienne. Et côté arménien, côté Yerevan, il y a une profonde méconnaissance de la complexité des diasporas. Encore une fois, il faut parler de diaspora au pluriel. Très rapidement, je fais une catégorie de 3 aires culturelles ou socio-culturelles. La première donc vient du Moyen-Orient, c'est la matrice, parce que je ne vais pas m'attarder avant 1915, bien sûr, il y a des diasporas. La diaspora ne commence pas en 1915, elle commence bien avant, même avant la chute de la Cilicie, dans les Balkans, en Europe orientale, en Perse, en Inde, etc. Donc concentrons-nous sur le phénomène post-1915, post-génocidaire, et à l'évidence, la matrice moyen-orientale, Syrie, Liban, en moindre mesure Terre Sainte, Égypte, Irak, joue un rôle absolument fondamental dans la construction d'une dynamique transnationale via les structures partisanes, via l'Église nationale, via tous leurs relais. Et effectivement, nous sommes tributaires, donc en tout cas nous devons beaucoup au Moyen-Orient, qui a permis justement de conserver un foyer arménophone important, notamment en Syrie et au Liban, qui est en quelque sorte la prolongation directe de la Cilicie arménienne. C'est-à-dire que si vous allez au Liban, en Syrie malheureusement c'est plus le cas, mais encore dans certaines poches du ghetto arméno-libanais, que ce soit à Anjar ou à Boulchamoud ou dans d'autres zones, vous connaissez une expérience extraterritoriale post-cilicienne. Vous n'êtes pas vraiment dans le Liban. Vous êtes dans une sorte d'entre-deux, une zone grise post-cilicienne dans laquelle les Arméniens de Cilicie ont perpétué ces traditions. Deuxième ère culturelle, c'est l'Occident. L'Occident, donc États-Unis, Canada, Argentine, France, Grèce un petit peu, qui sont en fait les principales communautés qui ont essaimé après 1920 et qui se sont enrichies de l'apport des immigrés syro-libanais, iraniens, Constantinopolitains, Bolséti, qui ont permis justement de reviver cette Arménie extraterritoriale, cette Arménie transnationale, cette diaspora classique, une diaspora qui, faut-il le rappeler,
a vécu des siècles durant sans État arménien. Troisième ère culturelle, c'est l'ère post-soviétique. L'ère post-soviétique qui constituait jusqu'en 1991 une sorte de diaspora interne avec des importantes communautés arméniennes de Géorgie, d'Azerbaïdjan, d'Ukraine, de Russie. Aujourd'hui, elles sont aussi dans une sorte d'entre-deux, puisque effectivement, cette diaspora-là n'est pas une diaspora classique telle qu'on l'étudie dans les sciences, dans l'école, dans différents courants de pensée. C'est une communauté transnationale. C'est quoi la différence ? C'est-à-dire que vous avez d'un côté une diaspora classique qui a vécu des siècles durant sans l'idée d'un État arménien, d'où la difficulté aujourd'hui d'appréhender l'idée de souveraineté politique arménienne, et vous avez une communauté transnationale qui est en fait basée sur l'ancrage vis-à-vis de l'État arménien. Et cette communauté transnationale, elle existe bien entendu dans l'ex-espace soviétique, mais aussi tous les Arméniens qui ont émigré après 91 et qui se sont installés aux États-Unis, en France et ailleurs, constituent aussi une communauté transnationale qui n'a pas le même rapport à l'identité, qui n'a pas le même rapport à la mémoire, qui n'a pas le même rapport à l'Arménie, tout simplement par ses liens organiques et par le fait qu'une communauté transnationale ne peut pas exister s'il n'y a pas d'État de référence. Vous avez des diasporas avec des États, diasporas sans État. Les Kurdes, les Chaldéens, les Assyriens constituent une diaspora sans État. Les Arméniens, pendant très longtemps, étaient une diaspora sans État. Le passage d'une diaspora sans État à une diaspora à État n'a pas été aisé, et je dirais même qu'il y a eu un rendez-vous manqué entre les diasporas arméniennes et l'État peu avant le processus d'indépendance, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu ce magnifique mouvement, ce printemps arménien de 1988, qui a démarré en Artsakh, à Stepanakert, et puis qui a essaimé en Arménie. Et puis la diaspora était un peu pris de court, puisqu'elle n'était pas, a priori, prête à accepter, ou en tout cas, l'idée d'avoir un État arménien indépendant, souverain, dans la situation géopolitique qui était la leur, était une idée anxiogène, puisque, à l'évidence, pour beaucoup de responsables politiques, je ne dis pas tous les Arméniens, des responsables politiques des partis traditionnels arméniens, l'Arménie n'était pas prête à faire face aux dangers panturquistes. Donc il y a eu, en 88, une fameuse déclaration des trois partis traditionnalistes qui appelaient à la retenue le mouvement Rarabar, qui est un mouvement qui vous prenait l'idée non pas d'une grande Arménie basée sur la carte de Wilson, du président américain Wilson, donc l'Arménie du traité de Sèvres, mais une Arménie donc sur son territoire souverain avec les attributs d'un État normal et des relations normales avec ses voisins, combien même le poids de l'histoire est douloureux. Donc vous avez un choc titanesque dont nous ne sommes pas encore sortis, on va dire, épargné, puisque à l'évidence ce choc, ce débat houleux continue de faire des dégâts dans la pensée politique arménienne. Je vais faire très schématique. D'un côté, les tenants de ce qu'on appelle l'idéologie nationale, Askaïn Karabakh, ceux qui pensent que l'Arménie wilsonienne reste une référence, que c'est la cause arménienne est une priorité donc pour le peuple arménien. Donc ça comprend beaucoup d'éléments, notamment la reconnaissance du génocide, les réparations, mais pas uniquement. Et puis vous aviez à l'époque d'autres personnes, d'autres élites qui étaient pour le coup issues de la société civile de l'Arménie, qui étaient des universitaires, des historiens, des mathématiciens, qui pensaient qu'il fallait centrer le nationalisme arménien naissant sur l'idée d'État et pas l'idée de patrie. Et je crois qu'aujourd'hui nous avons une confusion sémantique entre l'idée d'État et de nation, et qu'on a du mal même en Arménie à appréhender l'idée d'un État arménien. C'est très important de comprendre que l'idée d'État-nation est encore à peu près inexistante aussi pour beaucoup d'Arméniens en Arménie, et nous en payons aujourd'hui le prix. Les Arméniens, la jeunesse arménienne en paye le prix, puisqu'elle continue d'émigrer du fait de l'absence donc du sens du bien commun, du sens de la citoyenneté. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je crois que c'est plutôt le sujet de l'intervention de Guide, mais ce qui est important, c'est que nous avons un vrai problème, une vraie absence de cadre dans la relation Arménie-Diaspora dès le début de l'indépendance de l'Arménie, puisque le président Ter-Petrosyan, qui accède au pouvoir en 1991, se trouve face à une difficulté importante, puisque il n'est pas considéré comme un acteur légitime par la principale force politique de la diaspora, qui est la FRA d'Ashnak-Souchoun, qui, elle, a un autre agenda pour l'Arménie. Un agenda, on va dire, haïtadiste, cause arménienne, alors que Levon Ter-Petrosyan, lui, prône la normalisation des relations avec tous les voisins de l'Arménie, Turquie y compris, partant du fait qu'il n'y a pas d'ennemis héréditaires, mais des intérêts permanents. Donc c'est deux visions opposées du politique qui se heurtent, et effectivement, les diasporiques ont fait les frais
de cette rivalité entre le pouvoir Yerevan et le parti d'Ashna Souchoun, puisque l'Arménie a beaucoup tardé à accorder par exemple la double citoyenneté aux Arméniens de la diaspora, puisque effectivement les partis politiques aussi qui étaient donc en diaspora, quand ils se sont installés en Arménie, ils n'ont pas forcément contribué à la construction de l'État. Ils ont plutôt installé leur réseau, etc., mais ils n'ont pas joué un rôle, on va dire, d'intégration et de participation politique de la diaspora, positivement parlant, à la refonte et à la modernisation de l'État arménien. Donc il y a aussi une responsabilité de la diaspora dans la démocratisation de l'Arménie. Un rendez-vous manqué qui aujourd'hui aussi, effectivement, malheureusement, a causé de lourds dommages dans notre propre représentation de l'Arménie. Je crois que nous avons notre part de responsabilité sur ce point-là. L'autre point, c'est que quand les d'interprétation, il faut quand même dire, je ne suis pas ici pour défendre les interprétations, mais je suis ici pour parler de faits. On n'a jamais eu autant, certes la double citoyenneté n'était pas autorisée, mais on n'a jamais eu autant de cadres issus de la diaspora aux commandes de l'État. C'est-à-dire que sous la présidence des Bretons, il y avait un conseiller à la sécurité nationale qui était d'origine libano-américaine, Gérard Libaridian, un vice-ministre de l'agriculture qui était franco-arménien, Ishran Mardirossian, un ministre de l'énergie qui était arméno-américain, c'est Boutachtian. Vous pouvez dans cette salle me citer un ministre diasporique à part Vartan Ouskanyan depuis 1998. Moi je n'en connais pas. Donc nous n'avons pas beaucoup. Nous avons perdu aussi, je crois, un rendez-vous important parce que l'État arménien n'a pas été en mesure de pérenniser ce qui avait été commencé en 1991, c'est-à-dire intégrer non pas les ressources économiques, mais les ressources humaines de la diaspora au service du développement de l'État arménien. Qu'est-ce qui se passe en 1998 ? En 1998, Robert Kocharian arrive au pouvoir dans des conditions troubles, on ne va pas rentrer dans les détails, en tout cas c'était juste après la démission de Ter Petrosyan sur un fond de profond désaccord au sujet de la question du règlement du conflit du Haut-Karabakh. Et lui, ce qu'il fait, Kocharian vient du Haut-Karabakh, il ne connaît pas la diaspora, il n'a pas des connaissances historiques très approfondies, mais il comprend qu'il a besoin d'être en bon terme avec le Dashnak Souchoun et d'autres relais d'influence pour attirer les investissements en Arménie. Et donc une sorte de répartition des tâches s'organise entre d'une part Yerevan et les principales forces politiques de la diaspora, en l'occurrence Dashnak Souchoun, suivant le principe suivant: on laisse à la diaspora le monopole du combat pour la reconnaissance du génocide arménien, et à cette dernière ne pas interférer, on demande de ne pas interférer dans les affaires internes de l'Arménie. C'est-à-dire qu'on continue le système oligarchique, l'Arménie devient un système oligarchique plus encore accentué, et l'immigration va se poursuivre au détriment de l'idée d'une construction d'État. Et donc, voilà, c'est un mystère pour personne. L'Arménie, en 30 ans, n'a pas construit un État, mais ce sont des régimes avec des loyautés, des clientèles qui s'y sont succédés au détriment d'institutions qui, malheureusement, sont encore extrêmement fragiles. Alors, qu'est-ce qui se passe avec... Bon, après, vous avez aussi un épisode important, c'est le protocole arméno-turc. Ça, c'est intéressant. Quand vous avez les protocoles arméno-turcs, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont proposés entre la Turquie et l'Arménie pour justement arriver à une normalisation, vous avez un nouvel épisode du choc entre la vision d'une idéologie nationale versus les intérêts d'un État. Et là, je dois quand même faire allusion au travail et à la pensée d'un grand diplomate arménien, Rupel Choukalian, qui lui était persuadé que lorsqu'on parle de normalisation, la diaspora n'a pas son mot à dire, parce que nous ne sommes pas citoyens de la République d'Arménie, nous ne payons pas nos impôts, nous ne servons pas l'armée arménienne, c'est une affaire entre deux États. Lorsqu'il s'agit de réconciliation, là c'est une autre paire de manches, la diaspora en tant qu'héritière directe des rescapés de l'Empire ottoman a son mot à dire. Donc, ce qui se passe avec le protocole, c'est un nouveau test du décalage de perception entre l'Arménie et la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora a un formidable, on va dire, levier transnational à travers le réseau de la Fédération Dashnak Souchoun et de l'UGAP, mais elle ne se sert pas de ce levier comme un instrument au profit d'une refonte du logiciel arménien. Et nous vivons aujourd'hui ce dilemme, puisque les structures traditionnelles de la diaspora sont frappées d'obsolescence. Elles ont massivement participé au développement de l'Arménie, mais ce développement-là et cette relation avec l'Arménie, il s'est basé sur le paradigme suivant du tourisme mémoriel, tourisme humanitaire, mariage, baptême, etc. Investissement humanitaire, oui, et investissement économique sans impact décisif, sans impact stratégique, parce que les créations d'emplois étaient plutôt ridicules. Donc moi je crois que c'est intéressant, bon, avant de laisser la parole à mes camarades, de comprendre à quel point
nous avons aussi besoin d'humilité. Quand nous voyons ce que l'immigration des expatriés russes en 3 mois ont réussi à faire en Arménie, et ce que la diaspora arménienne n'a pas réussi à faire en 30 ans, en termes d'économie, d'investissement. C'est une leçon que nous devons prendre, c'est qu'il faut impérativement changer le paradigme. Les Russes ont réussi à faire ce que même les Syro-Arméniens n'ont pas réussi à faire dans le tissu économique arménien, combien même ces derniers étaient très talentueux, mais ne se sont pas investis dans la chose publique, ne se sont pas investis dans la vie de la cité. Donc il y a effectivement un échec, l'aveu d'un échec, que l'Arménie a besoin d'un modèle pour réguler sa relation avec la diaspora. Le ministère de la diaspora arménien, datant de 2008 avec Lajos Agopian, avait un modèle, c'était le post-soviétisme. Ça n'a pas marché, puisqu'il voulait contrôler sans les moyens. Donc il n'y avait pas d'agenda, il n'y avait pas de vision. En 2018, révolution de velours, on change de marketing, on fait un nettoyage cosmétique, on met un jeune ministre de 28 ans inexpérimenté et arrogant, et on se dit, on va faire comme les Israéliens, on va faire une start-up nation, mais sans levier, et sans vision, et sans stratégie. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation compliquée où on a besoin des ressources humaines de la diaspora, mais il manque effectivement des infrastructures en Arménie en mesure de les accueillir et de les orienter vers donc des secteurs porteurs de perspectives et de développement stratégique. Bon, je continuerai plus tard s'il y a des questions. Oui, mais... Merci beaucoup Tigrani Gavian. Effectivement, j'aurais eu même moi-même des questions que j'aurais souhaité poser, notamment concernant ces liens possibles que vous évoquez, que tu évoques finalement à la toute fin, hein, les liens entre les diverses composantes voilà. Mais et puis aussi la nécessité d'un changement de paradigme, comme tu l'as souligné. Mais bon, peut-être que ça viendra au fil des discussions. J'aurais pensé aussi qu'on pouvait faire un lien avec ce qu'a dit Abraham concernant la spiritualité, le rôle de la spiritualité aussi dans cette question-là. Bon, peut-être que ça viendra au fil des discussions, puisque voici à présent ouverte la période de questions. Alors, bon, je rappellerai la règle en pareille occasion. Ce sont des sujets brûlants qui peuvent toucher à plus d'un titre des personnes et qui nous intéressent tous en tous les cas. Et nous aimerions longuement parler, mais on devra se limiter à essayer de poser votre question clairement en 1 minute, si possible, de sorte que les intervenants aient le temps de répondre et que d'autres personnes aussi aient le temps de poser leurs questions. Voilà. Donc oui, là on a voilà, un quart d'heure à peu près de... 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, c'est 16 heures. Question, on va finir Non, un quart d'heure plutôt. Alors, oui. Par contre, ouais, ici. Bonsoir messieurs. Moi la question que je me pose en tant que Français, j'oublie le côté d'origine arménienne, quelle médiocrité de la part des représentants qui sont envoyés en France, aux États-Unis, de la part du gouvernement arménien. Je me souviens que la seule chose qui intéressait ces gens-là, c'était d'être reçus dans les cocktails, pavoisés, et ne pas prodiguer de messages. C'est tout ce que je veux vous dire. Est-ce qu'il y a une réaction? Alors moi, je veux juste dire une... Vous savez... Quelle raison étant resté dans cette médiocrité? Oui, on n'est pas là pour faire le procès de l'absence de compétences. Je comprends fort bien, c'est facile pour moi de critiquer. Mais il faut un moment... je vais le dire quelque part, quoi. Ce que j'entends souvent de la part de mes amis qui ont travaillé dans du lobbying, attention, on ne peut pas confondre lobbying et diplomatie, mais c'est que jamais ils n'ont eu direction de la part des Révan. C'est-à-dire qu'on attend, ils attendent de la part des Révan des messages clairs. Et ces messages-là ne viennent pas. D'où l'extrême confusion, pour ne pas dire cacophonie, de narratif. Alors que côté azerbaïdjanais, le narratif est le même, il est mortel depuis 1993, intégrité territoriale. Côté arménien, on est vraiment dans une sorte, effectivement, d'incompétence, d'amateurisme, mais surtout, il y a un vrai souci de communication et de confiance.
C'est-à-dire qu'il y avait une relation embryonnaire entre la diplomatie arménienne et certains lobbies arméno-américains, mais elle se cantonnait au problème du génocide. Le problème, c'est qu'il nous manque deux choses. Il nous manque un agenda et une vision. Cet agenda, on pensait que l'État arménien pourrait nous aider à le constituer afin que la diaspora puisse mûrir, que la diaspora puisse atteindre un certain niveau. Or, on voit bien que au lieu de renforcer des synergies, le gouvernement actuel renforce la polarisation, les divisions entre pro et anti-gouvernementaux, ce qui affaiblit la diaspora et l'empêche, effectivement, je parle pour la France surtout, d'avoir des structures et des dirigeants qui savent où on va et surtout qui ont un agenda clair et facilement identifiable. Merci Tigran. Aram, peut-être un mot aussi? Alors, je vais élargir, je vais pas parler du personnel, mais du stade au-dessus, à savoir, c'est un des gros thèmes qui va revenir, l'État. Le problème, peut-être, ce que vous dénoncez, et qui probablement est arrivé, et risque d'arriver, ce qui est très ennuyeux, bien plus en amont, c'est le problème de l'État. J'estime pour ma part que l'Arménie n'est pas réellement un État aujourd'hui encore. Qu'est-ce qu'un État? Un État, je ne vais pas rentrer dans la définition de Karine Malberg, mais c'est d'abord avant tout une res publica, une chose publique, c'est-à-dire une entité, une personne morale, une entité abstraite qui se dissocie de ses gouvernants, de leurs clans et des groupes qui les dirigent, c'est-à-dire une dissociation totale, une chose publique. Or, malheureusement, que ce soit par le passé, mais ça je développe pas, mais y compris aujourd'hui, depuis 91, la mutation est en cours, mais de mon point de vue, elle n'est jamais arrivée au bout. C'est-à-dire qu'il n'existe pas au vrai sens du terme de res publica, de république, pas dans le sens du régime politique tel qu'on l'utilise aujourd'hui en France et on se gargarise avec la République, les valeurs républicaines. Non, je parle de la vraie res publica, la chose publique, l'État. Malheureusement, et je pense vraiment malheureusement, l'Arménie n'a pas réussi à pousser le processus jusqu'au bout. Et il y a des prodromes, certes, il y a des choses qui y ressemblent, mais ce n'est pas un État total. Et ceci, bien plus en amont de manière générale, explique probablement ce genre de mésaventures. Merci Aram pour cette réponse. Alors nous allons passer à la question suivante. Oui, je souhaiterais juste te poser une question sur l'actualité, enfin modernité ou actualité. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de carte géographique de l'Arménie, parce que je pense que, enfin c'est une question aussi que je pose, la continuité entre la diaspora et l'Arménie tient-elle compte de la géographie, de la géostratégie de l'Arménie? L'Arménie qui est une enclave, enfin, qui est un empêchement à la Turquie d'avoir un lien territorial, une continuité territoriale avec l'Azerbaïdjan et qui en fait créerait une immense zone d'influence turque. Et que dans cette situation actuelle où l'Arménie doit être protégée, les deux seuls pays qui quasiment protègent l'Arménie sont deux pays qui sont honnis par la communauté internationale, qui sont la Russie et l'Iran. L'Iran qui ne va absolument pas être par le nord complètement englouti par un axe turco-azéri, et c'est l'Arménie qui tient l'entre-deux, et par la Russie qui actuellement a affaire en Ukraine. Et rappelez quand même que l'Ukraine et l'Azerbaïdjan ont des liens très 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 étroits depuis 30 ans, en tant qu'ancienne république soviétique et en tant que soutien militaire qui malheureusement a aussi fait beaucoup de bien en Arménie. Merci monsieur pour cette intervention. Alors on va laisser la parole à nos intervenants qui ont peut-être un mot à dire. Oui. Vos remarques, j'y souscris pour l'essentiel, c'est-à-dire que l'Artsakh est une chose importante pour les Turco-Azéris. Je parle de Turco-Azéris, même si chacun des deux a son agenda propre, globalement, c'est une véritable coalition maintenant, même deux États, une seule nation. Mais ce que vous dites est tout à fait vrai. D'une part, l'Artsakh est important, mais bien plus important encore, notamment aux yeux de la Turquie, c'est le Sionik. C'est cette zone d'une trentaine de kilomètres qui empêche la continuité territoriale du monde turcique depuis Edirne jusqu'au Kyrgyzstan. Et ça, c'est vraiment l'objectif premier. Donc,
les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et encore, le problème, c'est que dans certains États, les dirigeants ne servent même pas les intérêts de leurs États, mais bon, ou de leur pays. Donc, voilà. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'Arménie, soyons clairs, bon, ça sera repris peut-être après, mais la situation, elle est simple et assez catastrophique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts, et les deux pays qui ont les intérêts les moins éloignés de l'Arménie, c'est l'Iran et la Russie, comme vous l'avez très justement dit. A contrario, voilà, absolument. Et à un degré autre, mais peut-être encore plus prometteur, l'Inde, avec lequel, enfin, avec des années de retard, des rapprochements ont lieu, et notamment sur le plan militaire, en espérant que sur ce terrain-là, parce que l'Inde a les mêmes ennemis que l'Arménie, en gros, notamment le Pakistan, et évidemment aussi la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui sont de très proches alliés du Pakistan. Je vous signale, vous le savez sûrement, que le Pakistan n'a jamais reconnu l'Arménie, n'a jamais depuis 1991. Voilà, donc voilà. Alors je termine. Et simplement pour dire que oui, les deux États qui sont les moins éloignés, et si on met l'Inde à part, c'est l'Iran et la Russie. Et évidemment, ça pose un problème en théorie, mais qui n'en est pas de mon point de vue, avec l'Occident. Parce que le vrai problème, c'est que ceux, en Arménie comme ailleurs, qui fondent des espoirs sur une intervention de l'Occident en faveur de l'Arménie, la France, ne parlons même pas des États-Unis ou de l'Angleterre, d'après moi, se leurrent complètement. Il n'y a rien d'autre à attendre que de belles paroles ou des os à ronger qu'on donne comme ces derniers jours. C'est très bien, je ne mets pas en doute comment dirais-je, la bonne foi absolue et la sincérité de parlementaires français, j'en suis persuadé. Mais l'État, le gouvernement français, lui, instrumentalise ça pour calmer probablement la communauté arménienne, disant, vous voyez, on vous donne quelque chose, mais derrière, il n'y a rien. Le jour où la France donnera pas 1,115 milliard d'euros d'armes, mais ne serait-ce que 115 millions d'euros d'armes à l'Arménie, là je réviserai mon jugement. Ça fait des siècles que ça dure, depuis le temps des croisades, et il y a un siècle de ça, lors du génocide des Arméniens, lors de la Première Guerre mondiale, la même limonade a déjà été bue. Donc à un moment, soit c'est de la bêtise, soit c'est de la naïveté, ce n'est pas par méchanceté ou quoi que ce soit, mais les intérêts profonds de l'Occident, des pays occidentaux, sont malheureusement antinomiques avec les nôtres. Pourquoi? Avec ceux des Arméniens? Parce que tout simplement, l'obsession absolue depuis des décennies, c'est la Russie. Or, l'Arménie et la Russie, qu'on le veuille ou non, hélas ou tant mieux, sont liés encore aujourd'hui, en dépit de la situation très problématique et du fait que les Russes tournent à 180 degrés en permanence parce qu'eux-mêmes sont en difficulté. Donc je pense, j'aimerais bien me tromper, mais malheureusement je ne crois pas, fonder des espoirs pour la suite sur une aide de l'Occident est un leurre absolu. Voilà, ça c'est sûr. Merci Aram pour la réponse. Non, mais attendez. Il y a d'autres questions. Écoutez, je voudrais prendre la suite de ce que vous disiez, Georges Ariakian. Voilà, vous parliez tout à l'heure, Aram, là, que c'est un combat à mort, donc sur le plan religieux quand même. Quels sont les pays chrétiens autour de l'Arménie? Donc, on va dire la Russie. Bon, je pense que c'est ça. Il n'y a pas quelque chose à faire de ce côté-là, même s'ils ont des intérêts à 180 degrés, parce que vous confirmez ce que je pensais, l'Occident ne fera jamais rien pour l'Arménie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une fois pour toutes, au même titre qu'il y a le parler arménien oriental, le parler arménien occidental, une fois pour toutes, d'avoir une diaspora occidentale et une Arménie orientale, c'est-à-dire proche, chrétienne, religieusement de la Russie. Voilà ce que je voulais dire. Malgré le contentieux, ces années, le bolchevisme et tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, j'ai pas tout à fait compris ce que vous dites, ou à un bout, mais alors deux choses, je n'ai jamais, ça c'est le problème, voilà. Je n'ai jamais dit que ce n'était qu'un conflit que religieux, certainement pas, j'ai parlé de l'exemple de l'Iran immédiatement, mais il y a une dimension religieuse prégnante, c'est ça que je vais vous le dire, donc je pense que j'avais été assez clair, après peut-être que certains n'arrivent pas à le comprendre. Deux, j'ajoute que oui, je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites, évidemment, et ça ne contrevient pas du tout à ce que j'ai dit, vous dites autrement, et peut-être de manière un peu moins complexe que je viens de dire il y a un instant, je suis désolé, mais bien sûr que la Russie, qu'on le veuille ou non, reste le garant le moins non fiable de l'Arménie. Non pas parce que les Russes aiment les Arméniens ou vice-versa, tout ça n'a rien à voir. Et je vais compléter moi-même ma réponse. Pourquoi, de mon point de vue, l'Arménie n'a strictement rien à attendre de l'Occident? Parce que, comme je l'ai dit, il y a justement cette proximité vis-à-vis de la Russie, mais il y a le fait que, du côté occidental,
on rêve en permanence, on continue de ménager la Turquie, que l'on estime être l'antidote le plus puissant, l'arme la plus efficace contre la Russie. Donc il y a ces éléments qui se cumulent et qui font que malheureusement, peut-être que dans 1 an, 5 ans, 10 ans ça changera, mais pour l'instant, moi en tant qu'historien du droit, je regarde derrière et jamais, au grand jamais, de manière conséquente, substantielle, une aide des pays de l'Occident pour l'Arménie. Voilà, c'est tout. C'est un constat. Oui, merci pour ce plaidoyer réaliste. Voilà. On va essayer de revenir à notre sujet, Arménie diaspora. L'idée, c'était vraiment comprendre que le dilemme que l'Arménie a en 91, il se pose avec beaucoup plus d'acuité aujourd'hui. C'est quoi le dilemme de l'Arménie? C'est plus de sécurité ou plus de souveraineté? Les deux sont compatibles. Plus de sécurité parce qu'il y a le pan-turquisme, donc on est obligé d'être en bon terme avec le protecteur russe au détriment de la souveraineté. Jamais ce dilemme s'est posé avec la guerre en Ukraine. Avec ce qui se passe en Ukraine, l'Arménie a un problème à la fois de sécurité et de souveraineté. Elle se retrouve avec les deux problèmes, mais elle n'a pas réussi à résoudre ce problème. Donc, sans faire du wishful thinking, sans faire des Yaka, Foucault, etc., je pense très personnellement que l'Arménie a face à elle deux options. Première option, la russification, c'est qu'à l'œuvre, c'est-à-dire l'abandon de toutes ces prérogatives, le régalien, la diplomatie, le militaire, l'économie, à la Russie, et l'intégration de ce qu'on appelle un État unitaire. C'est ce que soutient Robert Kotcharian, c'est ce que soutient par ricochet la FRA, puisqu'elle soutient Kotcharian, c'est-à-dire nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge. Donc nous devons être toujours au service d'un empire qui nous protège. Donc c'est la fin du rêve de l'État arménien. Ça, c'est la première option, c'est-à-dire faire de l'Arménie un futur Daghestan, pire, un Kaliningrad. Regardez Kaliningrad, cet exclave russe qui se situe en mer Baltique, c'est un peu comme ça que les Arméniens perçoivent les Russes perçoivent les Arméniens. Vous voyez, une base avancée. Deuxième option, la diasporisation de l'Arménie. La diasporisation de l'Arménie, non seulement en termes de ressources économiques, mais humaines. Le problème, c'est qu'Erevan n'en veut pas. Et la diaspora n'est pas encore capable de montrer l'exemple à l'Arménie du fait de son anachronisme et aussi du niveau, si vous voulez, de ces partis, de ces structures, puisqu'elles n'ont rien à offrir. C'est-à-dire que les partis politiques, les structures n'ont rien à vendre à l'Arménie en termes d'offres politiques, mais aussi de vision, de narrative. Donc moi je vois vraiment le grand débat, si vous voulez, qui doit se poser aujourd'hui et dans les prochaines années, c'est comment optimiser cette relation et comment résoudre ce dilemme, sécurité versus souveraineté, et comment réfléchir à une participation politique, économique, politique de la diaspora aux affaires de l'Arménie. L'Arménie est une chose trop grave, trop importante pour la laisser aux seuls Arméniens du Caucase, un petit peu. Parce que nous devons mettre en valeur l'idée d'un État. Les Israéliens l'ont fait, pourquoi pas nous? Même s'il ne faut pas se comparer avec eux toujours. Mais c'est une hypothèse, c'est une piste en tout cas, qui mérite d'être débattue ici, maintenant, plus tard. Oui, et effectivement, merci beaucoup. En fait, nous allons devoir poursuivre sur un autre plan pour faire notre deuxième table ronde. Vous aurez l'occasion aussi de revoir Alam et Tigran tout à l'heure pour la troisième partie. Donc, merci pour votre intervention.